Donc bonjour, bienvenue à tous, à toutes sur une de mes conférences sur le thème de la relation amoureuse. Donc je donne régulièrement des conférences sur des thèmes sur le couple, la relation amoureuse, l'amour, donc un vaste sujet. Et ce soir, le thème que j'ai choisi pour vous est autour de l'infidélité. Alors c'est un thème que j'ai déjà exploité, mais sous une autre forme que celle-là. C'était fidélité-infidélité entre choix et conditionnement. Donc il y a une autre conférence, une autre vidéo sur ce thème-là. Et c'est un thème qui est le thème de l'infidélité, c'est un thème qui est vaste et qui concerne, qui a toujours concerné la relation amoureuse. C'est pas nouveau. De tout temps, il y a eu des troubles autour de l'infidélité amoureuse. On pourrait dire comme ça que on se questionnait sur est-ce que l'homme est monogame dans le fond, est-ce que vraiment il est fait pour une relation fidèle avec un seul partenaire jusqu'à la fin de sa vie, et donc ce questionnement a toujours été crucial au cœur de la relation, du mariage aussi, et à partir de là ça a toujours créé du chaos, du désordre, ces histoires d'infidélité, voire de la violence, avec des conséquences assez fâcheuses comme la trahison, les blessures à l'abandon, les blessures de rupture de confiance. Donc beaucoup de violence pour celui qui subit de l'infidélité. Et puis pour celui qui fait subir de l'infidélité entre guillemets, c'est pas toujours simple non plus. On a l'impression avec ce thème-là que celui qui est trompé est celui qui souffre le plus, on pourrait dire la victime, et que entre guillemets le bourreau, lui, faut le punir. Enfin, c'est amoral, ce n'est pas moral. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de donner une conférence sur ce thème de l'infidélité, et notamment ici, faut-il avouer l'infidélité ? Faut-il tout dire ? Faut-il ne rien dire ? Voilà, et voir derrière la complexité de cette affaire-là, que c'est pas simple du tout, et que c'est pas celui forcément qui paraît être le méchant entre guillemets, qui est forcément celui qui est méchant, qu'il faut punir. C'est des deux parties. Il y a quelque chose à regarder, et l'invitation de ce soir sur ce thème-là, pour moi, c'est d'examiner de quel endroit ça part qu'on pourrait être entre guillemets infidèle, de quel endroit ça part qu'on est victime et de manière très souffrante d'une infidélité de notre partenaire. Voilà. Qu'est-ce qui se joue ? Et puis ensuite, dans un deuxième temps, je parlerai justement, faut-il avouer, faut-il ne pas avouer, en quoi c'est intéressant de dire, en quoi c'est intéressant de ne pas dire, à quelle occasion, comment, pourquoi, enfin, des pistes là-dessus. Et puis voir aussi comment on se répare après, comment on se reconstruit si on a été dans la souffrance d'un pôle ou de l'autre, qu'on a été victime d'une trahison, ou qu'on a été dans je suis devenue infidèle entre guillemets par rapport au fait que j'étais pris de liberté, on verra pourquoi celui qui est infidèle se nourrit certains de ses besoins avec des aventures et des liaisons extra-conjugales. Et vous verrez comment tout est complexe, que rien n'est simple là-dedans, et qu'on ne peut pas accuser ni blâmer à l'emporte-pièce quelqu'un, parce que avec le thème de faut-il avouer l'infidélité, déjà dans le titre, on entend entre parenthèses, il y a quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un, c'est mal, c'est pas moral, il y a un péché de perfection ici dans l'infidélité, en tout cas celui qui trompe est le méchant, et déjà rien que le titre est accusateur. Et c'est pour ça que je voulais aussi déjà en introduction revenir sur ce titre-là, faut-il avouer l'infidélité ? Parce que c'est pas forcément ce qu'on croit, c'est pas forcément celui qui est le plus infidèle, qui est le plus méchant, qui fait exprès, qui fait du mal, etc. Même s'il y a beaucoup de violence à la clé. Donc, ce qui est bien quand vous sombrez dans des affaires comme ça, vous êtes touché par ça, c'est déjà de regarder
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue dans les mécanismes en jeu, et c'est ça que je voudrais interroger, sans prendre parti pour une partie ou une autre, simplement d'examiner qu'est-ce qui se joue. Voilà. Et puis en intro aussi, ça m'intéresserait de voir, parce que ici, bon, vous êtes un public qui, à mon avis, si vous venez sur ce thème, c'est que vous avez été, vous êtes concerné par ce sujet, qui n'a pas été, moi je dis pas qui est concerné, qui d'entre vous n'a pas été un jour concerné par cette histoire d'infidélité, soit sur le thème d'en avoir été, d'avoir subi de l'infidélité et d'avoir souffert à cause de ça, soit sur le thème d'avoir été tenté, hein, ou d'avoir vécu des liaisons en dehors du contrat dans lequel vous étiez fixé avec un partenaire et d'en souffrir aussi par la même occasion. Voilà. Qui n'a pas été concerné par ce sujet? En général, quand je pose cette question, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement rare. Et toujours en introduction, je voudrais dire aussi que, c'est pas moi qui le dis, ça a été véhiculé ces derniers temps par des sociologues, que tout le monde trompe tout le monde, presque dans quasiment tous les couples, en tout cas à un moment donné. Ce n'est pas systématique non plus, on ne peut pas en faire une généralité, mais c'est majoritaire, parce que, et on va le voir, qu'est-ce que ça veut dire tromper, hein, à l'ère du numérique, vous verrez combien aussi tromper peut commencer déjà rien qu'avec un chat, avec un like aussi, hein. Ça peut commencer pour certains, dans la représentation de certains, tromper, ça peut être très, très simple, très rapide, hein. C'est pas forcément un acte sexuel ailleurs, ça peut être simplement, tiens, j'ai une relation affective ou une relation systématique, enfin, assez récurrente et familière avec un partenaire sur Internet, un réseau social, etc. Et je suis peut-être déjà en infidélité. Donc, quelle est la limite? À quel moment je me représente que l'autre m'est infidèle ou pas, hein? Ça va être aussi la question. Comment je suis absorbée par ça, ou au contraire j'ai de la marge? Pour moi, il y a des personnes qui sont peu sensibles, voire pas sensibles du tout à la jalousie, et c'est ok, hein, on appelle même ça la compersion, c'est-à-dire la capacité d'être heureux que son partenaire se fasse plaisir avec d'autres partenaires. Donc il y a de tout dans ce monde, et c'est pas forcément quelque chose qui amène de la violence, et quand ça amène du chaos, ça va être intéressant aussi de voir et de pointer, parce que moi je suis thérapeute de couple aussi, et je vois très souvent des couples qui arrivent dans un drame pas possible. Mais ça peut être aussi l'occasion de mettre carte sur table et de parler vraiment ouvertement des problèmes autour de la sexualité, des problèmes autour de la relation affective et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui motive cette crise pour bâtir quelque chose de nouveau à partir. Ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement positif. Même s'il y a du chaos et si a priori les personnes qui s'enfoncent là-dedans sont noyées par l'émotionnel, envahies et débordées par quelque chose qui les dépasse. Mais au final, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif. Alors, je ne suis pas là à la positiviste à tout prix, hein. Ça peut aussi pointer ce couple à l'agonie qui doit en finir de cette relation pour passer à autre chose aussi, hein. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, même s'il y a de la souffrance. Voilà. Ça, c'est aussi pour le côté optimiste de l'affaire. Moi, j'avais mis en intro aussi « Vérité qu'on livre par perversion dépasse les mensonges en invention », disait William Blake. Tout ça pour dire qu'il va y avoir, dans mon exposé, vous allez voir qu'il y a des courants où on va dire que toute vérité n'est pas bonne à dire par rapport aux mensonges, puisque qui dit infidélité dit secret et mensonge, hein. Et donc, évidemment, on a tous des a priori sur est-ce que c'est bien la vérité? Faut-il vivre en vérité? Faut-il ne pas être dans le mensonge, etc. Donc, il y a différents courants, et vous verrez qu'il y a des courants carrément opposés, hein, et qui ont toujours existé d'ailleurs, hein. Des courants comme quoi il faut se mettre en vérité dans un couple, il faut vivre en authenticité, vivre la transparence. C'est ça qui permet la réciprocité, la confiance se bâtit sur la transparence. Et puis dans le courant inverse, donc il peut être aussi extrémiste quand celui-là est pris à la lettre, hein, toute la transparence obligatoire à tout prix, hein. Il peut y avoir le courant inverse qui est non,
toute vérité n'est pas bonne à dire, il vaut mieux cultiver un jardin secret, vous comprenez, un jardin secret, ça entretient le mystère, voire l'érotisme, si on ne se dit pas tout, si on ne montre pas tout devant l'autre, si on ne dévoile pas tout, à ce moment-là, voilà, on conserve un certain jardin secret et bon, voilà, on cultive notre relation grâce à ça. Donc il y a vraiment deux courants. Et on va voir que ce qui est répréhensible, hein, plus la représentation est autour de c'est mal de mentir, c'est un péché, il faut être en vérité, sinon on ne peut pas bâtir la confiance, etc. Plus on va voir que la morale joue dans cette affaire, et plus on va voir qu'on va accuser et blâmer l'infidélité ou les infidèles sans comprendre d'où s'originent les motivations, sans faire un pas pour voir qu'est-ce qui se passe derrière. Hein. Alors que quand on est dans l'autre courant, on pourrait dire qu'aux USA, mais je le redirai tout à l'heure, mais par exemple aux États-Unis, ils sont très moralisateurs sur la question du mensonge. Il ne faut pas trahir son partenaire. Il ne faut pas être infidèle, c'est mal. Vous avez tout ce qui se trame dès qu'il y a une infidélité, etc. Bon bref, ça prend des proportions inimaginables. Et donc à ce titre-là, on peut comprendre que dans cette culture-là, vous voyez que c'est des questions de culture aussi, hein, dans cette culture-là, il n'est pas souhaitable, il est répréhensible de mentir et de trahir. Voilà. Donc d'être infidèle et de trahir et de mentir. Alors qu'en France, le courant majoritaire, et notamment le courant des psys, hein, vont dire exactement l'inverse. Il est souhaitable d'avoir un jardin secret dans la relation amoureuse de couple. Il n'est pas souhaitable de tout dévoiler. Et donc ici, en France, on tolère beaucoup plus ce qu'on nomme l'infidélité. Voire ça pourrait être vécu comme quelque chose de plutôt naturel, de suivre son désir, etc. Et puis il y a encore tout un autre courant qui sont les déçus de la monogamie. Donc on peut dire les personnes qui ouvrent les questions, hein, comme les polyamoureux, les échangistes, les trans en tout genre, les homosexuels, enfin tout un milieu, une faune amoureuse qui est ouverte et qui questionne, qui sont des déçus de la monogamie et qui partent sur d'autres champs. Hein. Et donc qui se questionnent aussi, qui sont en mouvement par rapport à cette histoire de fidélité, d'infidélité, qui en ont marre peut-être de souffrir. Voilà. Mais cette question de l'infidélité reste toujours au goût du jour. Et même, on va voir que dans les milieux ouverts, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir des secrets, il peut y avoir des mensonges, des petits secrets, quand bien même on souhaite vivre en transparence. C'est pas si simple que ça. Voilà. Donc j'aborde la complexité de ce sujet avec vous, pour vous l'offrir déjà, parce qu'il n'y a pas que moi qui me questionne là-dessus, on est bien souvent à la même enseigne là-dessus, à se questionner autour de cette histoire d'infidélité. Et donc je voudrais vraiment en débattre avec vous, déjà sur faut-il avouer, je vais plutôt faire un point déjà sur c'est quoi l'infidélité, pourquoi l'infidélité, etc. Puis après, on verra sur est-ce qu'il faut tout dire, donc quand, faut-il tout avouer, pourquoi, etc. Pourquoi on est partisan de tout dire, à quel moment, et puis faut-il ne pas dire, et quelles sont les bonnes raisons pour ne pas dire, etc. Donc je n'ai pas de parti pris, je voudrais juste voir qu'il y a différentes options avec vous, et vous inviter à réfléchir sur est-ce qu'il faut avouer, est-ce qu'il ne faut pas avouer, quand, comment, pourquoi, et si on veut le faire à partir de quand, voilà, de vous questionner sur ce sujet. En tout cas, déjà sortir de l'idée qu'il y a un fautif. Pour moi, enfin, c'est essentiel, hein, qu'il n'y a pas vraiment d'histoire de coupable là-dedans, même si celui qui vit des liaisons à l'extérieur de son couple se sent souvent coupable. Hein. On va voir que c'est aussi quelque chose qui origine l'infidélité et qui entretient l'infidélité. Cette culpabilité qui est désagréable et inconfortable, elle peut être aussi un vecteur d'érotisme et de transgression. Et je l'avais fait une conférence sur l'érotisme, on avait vu combien, quand on est dans quelque chose d'interdit, de pas bien, de péché, etc., ça peut aussi augmenter la charge érotique, malgré nous. Hein. Voilà, donc c'est pas si simple. Alors, l'infidélité, cette histoire-là, hein, c'est effectivement une constante humaine. Donc de tout temps, ça existait. C'est pas nouveau. Ça n'apparaît pas sur le marché maintenant. Il y a toujours eu, de tout temps, ces histoires d'infidélité, à tel point que, si vous vous rappelez les lois de Moïse, il y a par deux fois la loi d'interdiction de l'infidélité. Donc ça veut dire que c'était déjà quelque chose dans le patriarcat qui est apparu très tôt, hein,
pour des raisons peut-être pour contrôler les femmes, etc. Peu importe. En tout cas, ça a toujours existé. Et on verra que d'ailleurs, côté tout à l'heure, les femmes et les hommes ne sont pas tout à fait égaux dans cette histoire d'oser l'infidélité, de vivre l'infidélité par rapport à l'historique. Hein, combien c'était difficile pour une femme de tromper, d'avoir des liaisons à l'extérieur du couple, alors que c'était plus facile pour les hommes, puisque eux sont considérés comme des donjons. À une certaine époque, c'était normal d'avoir, c'était affaire courante, d'avoir une femme et des maîtresses, hein, alors que les femmes, fallait qu'elles soient vraiment plutôt à la maison, soumises, etc. Donc c'est pas la même histoire. Encore aujourd'hui dans le monde, il y a des femmes qui sont violentées, lapidées, détruites, brûlées parce qu'elles sont infidèles. Donc ça existe quand même toujours, et de manière assez forte encore. Donc on n'est pas à égalité non plus sur cette affaire-là de manière culturelle. Néanmoins, l'infidélité a toujours existé. On va voir qu'aujourd'hui, on n'est plus tellement dans les histoires de vaudeville, le mari, la femme et l'amant dans le placard. On est dans quelque chose d'un peu différent, mais qui est toujours vrai. C'est-à-dire qu'on est plus dans... on est dans les serial monogames, hein, donc on fait des couples en monogamie, mais on fait des couples un par un. C'est-à-dire on est toujours par deux en général, majoritairement. Hein. C'est des couples, ce qu'on appelle les serial monogames. On est deux, puis on lâche, puis on fait du deux, on fait du deux, on fait du deux. Et à l'intérieur de ces couples à deux, il y a souvent, je vous ai dit, des histoires d'infidélité qui sont moins, comme dans les vaudevilles, moins marquantes, parce qu'il y a ces histoires de numérique et donc c'est facile d'aller regarder un film porno, c'est facile d'aller chatter avec quelqu'un. Donc c'est plus abordable à l'ère du numérique d'avoir entre guillemets, des infidélités qu'à l'époque où il y avait vraiment le mari, la femme et la maîtresse dans le placard, ou l'amant dans le placard. Donc c'est très interdit et très pratiqué. Ça a toujours été très interdit et ça a toujours été très pratiqué. On pourrait dire presque tout le monde trompe tout le monde. Et en même temps, ce que je vois au cabinet, c'est que les gens qui ont des histoires d'infidélité aiment leur partenaire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas attachés, ça ne veut pas dire qu'ils préfèrent l'autre et qu'ils ont envie de partir avec l'autre. Et donc c'est pour ça que c'est complexe, parce qu'il n'y a pas forcément l'envie de dénouer la relation principale pour partir sur une autre ou sur un autre. Il y a j'aime mon partenaire et je ne me comprends pas très souvent, c'est je ne me comprends pas moi-même pourquoi je fais ça, hein, alors que sincèrement, au début de la rencontre, dans la fusion, etc., dans cette époque-là, j'étais vraiment sincère quand j'ai dit que je serais monogame, que j'aurais pas d'histoire ailleurs. Il y avait une sincérité dans l'envie d'être avec une seule personne jusqu'à la fin des temps, de l'aimer éternellement, hein, l'amour romantique. Et puis, dans un couple qui dure comme ça, après, à un moment donné, il y a des incartades qui se créent souvent, et même la personne qui est infidèle, souvent, ne se comprend pas elle-même. Elle se juge, elle se dit mais qu'est-ce que je fous là, c'était pas ça qui est prévu, pourtant j'aime ma femme ou j'aime l'homme avec qui je suis, je comprends pas qu'est-ce que je fais, comment ça se fait que je suis mon désir comme ça et que j'arrive pas à me l'interdire, etc. Certains vont se l'interdire, hein, vont se verrouiller, vont se dire oh là là, moi j'ai un contrat moral hein, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis d'elle ou de lui, donc je vais jamais dépasser mes barrières. Et certains vont dépasser les barrières sans vouloir dépasser les barrières. Donc tout dépend de nos représentations, de l'engagement, de la morale, de ce qui est bien, de ce qui est mal, etc. Entre autres, hein. Ça fait beaucoup partie des normes. Voilà. Et donc ce n'est pas que des accros au sexe, parce qu'on pourrait juger comme ça que les infidèles, c'est forcément, ils ont envie d'avoir des plans cul, ils ont vraiment, ils sont accros, ils ne peuvent pas contrôler leur pulsion sexuelle, on penserait ça pour les hommes, ils ne peuvent pas contrôler leur pulsion sexuelle, alors que les femmes, elles, forcément, elles sont plus amoureuses. Et alors là, je mets tout de suite un bémol en disant, attendez, c'est pas vrai. Il y a des femmes qui utilisent l'idée de la relation amoureuse, c'est-à-dire d'avoir des infidélités, des histoires, des aventures ailleurs, soi-disant elles sont plus affectives, plus amoureuses, etc. Elles ont autant, des fois, de désirs sexuels, c'est simplement, elles n'avouent pas, mais c'est peut-être autant des accros au sexe que les hommes. C'est pas forcément un homme qui va voir une autre femme qui, lui, est un accro au sexe, mais par contre, il n'est pas amoureux, enfin, il n'est pas aimant, affectivement, alors qu'une femme, elle, si elle va voir ailleurs, c'est forcément qu'elle est dans l'amour, voilà, c'est une sainte, c'est pas vrai. Hein. Donc, de côté homme ou femme, ok, quand on a des histoires ailleurs, ça peut être
pour le sexe, le plaisir sexuel, mais ça peut être aussi pour la relation affective, et ça peut être pour les deux, ou ça peut être que pour un cran, homme ou femme. Donc c'est intéressant aussi de voir les préjugés que vous pouvez avoir. Les hommes sont plus facilement des accros au sexe, des don Juan, donc c'est normal pour eux de séduire, c'est normal d'avoir des infidélités par exemple, pas plus que du côté féminin. Voilà. Et ce que je voulais dire justement, c'est que bien souvent, ces personnes sont vraiment attachées sincèrement, aiment vraiment leur partenaire, je le dis et je le redis, et n'ont pas envie de faire du mal à leur partenaire. Il y a vraiment un véritable amour, et souvent quand il y a des enfants à la clé, tout ça, il n'y a pas envie de quitter son partenaire parce qu'il y a quelqu'un d'autre à côté. Alors, une des raisons pour lesquelles l'infidélité existe toujours et encore, et encore plus à notre époque où on pourrait se dire mais pourquoi l'infidélité existe autant et crée autant de divorces, parce que c'est une des premières causes du divorce encore, mais pourquoi ça existe encore alors qu'on choisit délibérément notre partenaire pour se marier avec, pour être notre compagnon et notre compagne? C'est curieux quand même, posez-vous la question. Puisqu'on choisit et qu'on a le temps de prendre le bon, d'avoir des aventures avant, pour tenter des expériences, et quand on choisit, on se dit ah ça y est c'est le bon maintenant, voilà je suis partie sur le bon. Pourquoi est-ce qu'on serait infidèle puisqu'on a choisi le bon entre guillemets? Eh bien tout simplement une des causes analysées au niveau sociologique, c'est qu'on est du coup, comme on choisit nos partenaires amoureux, on est dans une société archi imbibée de la culture romantique. C'est-à-dire qu'on attend tout du partenaire, on attend beaucoup, on attend qu'il soit tout pour nous, qu'il comble toutes nos attentes, qu'il nous montre comment il peut nous aimer, qu'il est notre confident, notre meilleur amant, notre meilleur époux, le mec qui nous soutient si on est une femme, celui qui sera notre confident, notre meilleur ami. On attend aussi qu'il nous transforme en la meilleure version de nous-mêmes. Enfin, voilà, qu'on transcende les crises ensemble, qui nous permettent de grandir, qui nous comprennent, qui soient empathiques. Enfin, on attend tout de l'autre. Et donc, du coup, cet idéal romantique contient en lui-même l'infidélité. Attendre tout de l'autre, forcément, il ne peut y avoir qu'une déception. Et une limite à ça, c'est que l'autre, il ne peut pas tout pour nous. Voilà. Et à un moment donné, force est de constater qu'il ne va pas combler tous nos besoins, nourrir tous nos besoins. Et surtout qu'on a des besoins, non seulement, vous allez le voir, de sécurité, d'engagement, d'être avec quelqu'un, voilà, qui nous fait sentir la sécurité, la confiance, qu'on peut s'appuyer dessus, etc., que ça va durer longtemps, qu'il ne va pas nous trahir, nous soutenir, machin, tout ça. Et en même temps, nous sommes dans une époque où on cultive la liberté, on cultive suivre son désir, on cultive l'épanouissement individuel. Alors là, du coup, il va y avoir un bug là, parce qu'on veut tout et son inverse, et donc du coup, ça va être très compliqué de mettre ensemble à la fois cette envie fusionnelle du couple romantique, tu es tout pour moi, je suis tout pour toi, à nous deux, nous transformerons le monde, etc. Et puis en même temps, j'ai envie de rien de me refuser, j'ai envie de suivre mes désirs, j'ai le droit au bonheur. J'ai le droit au bonheur. Et le bonheur passe par ne rater aucune expérience, ne pas rater des expériences amoureuses, ne pas rater des expériences d'intensité. Voilà, suivre le désir, puisque les autres le font. Pourquoi moi je suivrais pas mon désir à travers des voyages, à travers des expériences nouvelles, novatrices, des choses qui me feront vibrer toujours et encore plus, parce que là c'est bien, mais une fois que je suis un peu installée dans ma routine avec mon partenaire que j'aime et qui m'aime, voilà, c'est bien, il y a la logistique, il y a les enfants, il y a le travail, il y a la fatigue, il y a tout ça, et puis au bout d'un moment, ma vibration, mon intensité, ma liberté, elle disparaît un peu. Donc du coup, pourquoi je ne suivrais pas mon désir? Donc ça va contrarier, vous avez compris, cette histoire du couple romantique qui, à la base, est conçu pour l'engagement, pour y croire, que effectivement, on va être avec une et une seule personne et y rester fidèle, exclusive jusqu'à la fin des temps. Donc évidemment, ça c'est des mobiles qui ne sont pas forcément vus et reconnus, qui sont des mobiles qui vont agiter, qui vont déconstruire et qui vont autoriser assez facilement l'infidélité.
au sens de avoir des liaisons et suivre son désir ailleurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, comme c'est interdit, que c'est péché, que c'est pas moral d'être infidèle, eh bien ça augmente la charge érotique. L'érotisme n'a pas du tout de convenance, c'est pas quelque chose de... On ne fait pas correct, hein, c'est parce qu'on ne fait pas quelque chose de correct que ça augmente la charge érotique. Tout ce qui est convenable, policé, lisse, l'égalité, la réciprocité, l'intimité, tout ça, ça ne va pas du tout avec l'érotisme. Ça ne fait pas pair avec l'érotisme. Ce qui fait pair avec l'érotisme, c'est la transgression, c'est l'improvisation, c'est la nouveauté, c'est l'interdiction, c'est voilà, les limites à franchir, c'est la culpabilité, c'est les péchés, voilà, tout ça, tout ce qui c'est pas bien, quoi. Voilà. Et ça augmente beaucoup la charge. Et donc on imagine que vous avez un amant ou une amante, hein, si vous-même vous êtes troublé par l'infidélité et que c'est vous l'infidèle, ben, on vous met, vous êtes excité. Moi j'en ai vu comme ça, hein, des personnes qui viennent me consulter, qui se disent mais qu'est-ce que je fais, je comprends pas, j'ai un amant et je peux pas, je suis obsédée par cet amant, mais je sais que si je vivrais avec lui, voilà, ce serait moyen. J'ai pas forcément envie de vivre avec lui, je veux pas perdre mon mari, mais je peux pas m'empêcher, je suis obsédée, enlevez-moi mon obsession. Alors moi ça me fait rire, mais l'obsession, elle est d'autant plus puissante que justement, il y a cette transgression, il y a cette interdiction de descendre dans le réel. Le jour où on la met 2 mois, 3 mois dans une île déserte avec son amant, à faire un quotidien, on lui rajoute des gosses par-dessus, à mon avis, ça va être beaucoup moins terrible, beaucoup moins excitant l'histoire. Hein, donc comme c'est fantasmé, ça reste toujours très vibrant comme ça, très excitant. Hein, mais voilà, mais effectivement, cette histoire-là, elle est faite. C'est vraiment le désir de transgression augmente l'envie de suivre son désir, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pas terrible, ça augmente la culpabilité aussi. Alors. Quand on interviewe des personnes qui sont dites infidèles, hein, donc qui ont des liaisons, ce que j'appelle moi des love affairs, hein, des affaires amoureuses à l'extérieur du couple, qu'est-ce qu'elles disent ? Parce que quand on cherche à comprendre, voilà, les questions c'est mais qu'est-ce qui vous motive à faire ça ? Pourquoi, alors que vous aimiez tellement votre mari, votre femme, etc., qu'est-ce qui vous a pris, hein, de passer à l'acte, de passer outre, etc. Eh bien, la plupart du temps, c'est très raisonnable. Dans le sens où une des premières motivations qu'on voit apparaître, c'est l'envie de se sentir vivant ou vivante. Parce que la libido, c'est ça. La libido, c'est l'énergie de vie, hein, vous savez. Donc, quand il y a un regain de désir, un désir sexuel ou un désir affectif ou un désir d'aller vers, ça augmente l'énergie. Et donc, très souvent, ce qu'on voit apparaître dans nos vies, c'est que on se fixe des objectifs, mais une fois qu'on les atteint, ben, on ne les désire plus, ces objectifs, puisqu'ils sont atteints. Donc on rêve de la petite maison dans la prairie, comme j'appelle ça toujours, hein, la petite maison à faire papa, maman, les enfants avec le prince charmant. Et une fois qu'on fait ça et que c'est acquis, on se retrouve dans une prison dorée. Et puis, alors on se dit, ah bah d'accord, j'ai mes enfants, oh, putain, ça braille. Ah bah d'accord, je bosse, je suis Wonder Woman, ah bah c'est bien, mais faut y aller, faut fournir des efforts, etc. Et je suis fatiguée. Ah, bah d'accord. Et donc après, j'ai toute la logistique. J'ai le ménage, j'ai les courses, machin, j'ai pas de temps pour l'intimité érotique. Donc, voilà. Donc ça commence à être plan-plan, ça commence à être routinier et fatigant. Hein. Et du coup, très souvent, les individus se perdent dans ce couple où il y a beaucoup de charges en fait, hein, familiales, logistiques, etc. Et le désir diminue d'autant. Et le désir, mais surtout le sentiment de ne pas se sentir vivant est au rendez-vous. Et pourquoi les gens se prennent en général des histoires ailleurs ? Pour sentir leur désir. Donc et sentir son désir, c'est se sentir vivant, de nouveau. Je réapparais à la vie. Et donc vous allez voir que bien souvent, ces histoires-là sont mobilisées à partir d'un endroit où j'ai envie de retourner à la vie. Parce que je sens le vide en moi, je sens quelque chose une lassitude, je ne me sens pas assez vivant ou vivante. Et donc j'ai besoin de me sentir vivant et je vais m'offrir une liaison pour sentir le désir et me sentir vivant et vivante, une vibration, une étincelle, quelque chose qui jaillit, un état amoureux, quelque chose qui va me rendre un peu vivant, hein, et me redonner goût à la vie. Parce que qu'est-ce que déteste l'homme ou la femme, enfin l'humain ? C'est le vide affectif, c'est le manque,
c'est le plan-plan, c'est l'ennui. Hein, bien souvent, il y a des gens qui ne supportent pas l'ennui parce qu'il y a un manque d'intensité. Et quand je me ferai à mon manque d'intensité, et que je suis en face, en tête à tête avec mon manque d'intensité, ah ben je suis là, il y a un désespoir qui arrive. C'est quoi cette vie? C'est quoi ce plan de l'existence? C'est quoi cette absurdité? Il y a toutes les questions, c'est quoi la vie? C'est quoi la mort? C'est quoi ce truc-là? Quel est le sens de ma vie? C'est quoi ce truc? Et là, il y a toutes les questions existentielles qui affluent. Et très souvent, pour fuir ce truc-là, on va trouver des stratégies diverses et variées pour se sentir vivant, pour retrouver le goût. Et qu'est-ce qui permet de se sentir vivant? C'est le désir. Je désire quelque chose que je ne peux pas acquérir. Je désire quelque chose qui me fait triper. Hein, et là, je me remets en route. Mon désir et me remet le goût à la vie. Et là, je fuis, j'échappe aux questions existentielles et aux questions de finitude, bien souvent, ou aux questions de manque, d'incomplétude, que je veux pas rester, avec lesquelles je ne veux pas rester très longtemps en face à face avec moi-même. Donc, c'est pas idiot, mais ce sont que des stratégies pour échapper à ce truc-là. Et ça marche en plus, hein, parce que les histoires de love affair à l'extérieur du couple, évidemment l'état amoureux, c'est un shoot, évidemment. Ça marche. La sexualité, c'est aussi quelque chose qui remet l'énergie dans le moteur. Donc ça marche, on se sent vivant. Si vous avez des deuils aussi, hein, vous êtes en pleine période, vous avez des deuils, etc., eh ben, une histoire à l'extérieur, un état amoureux, une histoire sexuelle, ça remet la mécanique en route. Vie-mort, hein. Donc c'est aussi des bonnes, ce sont des manières qui ne sont pas idiotes, hein, qui sont trouvées pour compenser ces histoires de frayeur, de peur, de la finitude, de la solitude, du manque, hein, de l'essoufflement, de l'intensité. Et quand vous vous auscultez, si vous regardez bien, si vous avez été infidèle un jour, ou si vous avez été très amoureux un jour, ça part souvent d'une envie de vibrer, d'une envie de se sentir dans l'intensité de la vie. Pas forcément amoureuse de la vie. Voilà. Et ça, c'est très important de comprendre pour éviter d'accuser, de blâmer, de dire t'es un salaud, t'es dégueulasse, tu me fais souffrir, à cause de toi, ma vie est foutue. D'accord, mais il faut déjà comprendre que l'autre le fait parce qu'il ne peut pas faire autrement que d'avoir envie de se shooter à l'intensité. Et qu'on est tous comme ça. Alors c'est pas pour excuser ni sanctionner, moi je suis pas dans punir ni pas punir, c'est juste pour vous faire comprendre les fils qui sont derrière, hein. Qu'est-ce qui se joue derrière pas ces symptômes, mais ces apparentes infidélités. Voilà. Alors pour se sentir vivant, pour retrouver son identité, hein, très souvent c'est aussi une bonne manière d'être infidèle, c'est je sais qui je suis. Voilà, je suis... par exemple, si je suis une femme et que je passe ma vie, là, comme je l'ai dit, dans un couple un peu plan-plan, à bosser comme une dingue, à m'occuper des gosses, je perds mon identité là-dedans. Je ne sais plus que j'ai des qualités, que je ne sais plus qui je suis, je me perds. Donc une manière de retrouver son identité, c'est d'avoir un homme, par exemple pour une femme, qui vient te dire ô combien tu es intéressante, intelligente, brillante, parce qu'évidemment dans les histoires de love affair, il y a beaucoup de valorisation, c'est nouveau, ce qu'on appelle le NR, l'énergie de la nouvelle relation. Donc ça booste et ça valorise beaucoup. Alors que si vous êtes avec un mari depuis longtemps, sauf si vous avez quelqu'un qui est archi attentionné, qui vous répète tous les jours combien vous êtes belle, intelligente, merveilleuse, etc., très souvent, au bout d'un moment, ça se dégonfle, ce truc-là. Il y a trop de préoccupations et de tracas. Mais du coup, forcément, donc je retrouve mon identité de femme individu, en tant qu'individu séparé, et non pas d'individu au sein du couple, hein, que je disparais dans la famille, je disparais, là je parle d'une femme, c'est pareil pour un homme, hein, je disparais au sein de la fonction couple, hein, ou de la fonction mère, et à ce moment-là, je retrouve mon identité à travers la relation amoureuse avec quelqu'un à l'extérieur, en extra-conjugal. Donc ça peut être aussi un endroit de motivation, hein, et c'est important parce que quand on fait travailler les couples en thérapie là-dessus, est-ce qu'il y a moyen de retrouver son identité au sein du couple ? Est-ce qu'il faut absolument partir à l'extérieur pour ne pas perdre son identité? Donc ça peut être des questions, ou pour se sentir vivant, est-ce qu'il y a moyen de se sentir vivant au sein du couple? Sinon, évidemment, on va aller ailleurs pour... voilà. J'ai oublié de dire, mais je le dis souvent, mais là j'avais oublié, c'est que c'est pas parce qu'il y a de l'infidélité qu'il y a forcément un problème au sein du couple. Les gens croient que s'il y a de l'infidélité, s'il y a des histoires conjugales ailleurs, c'est que forcément il y a un problème. Il n'y a pas toujours un problème. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux. Il peut y avoir des mobilités comme ça, hein, qui font que ça agit de manière inconsciente. Mais ça peut être simplement, comme je vous l'ai expliqué,
j'ai envie de suivre mon désir, il est avec toi et il est aussi dans des expériences autres, que les autres vont être des opportunités pour me faire me rencontrer sur d'autres aspects de moi-même. Je vais vivre d'autres expériences, d'autres appétences, que j'ai pas envie de me réduire. Hein, toute expérience est bonne à vivre, j'ai envie de me faire du bien. Donc si j'ai envie de me faire du bien, fais-toi du bien et vivons chacun des histoires à côté. C'est pas forcément des histoires de problèmes. On est dans une société narcissique où le moi doit s'épanouir. Donc à ce titre-là, il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme diraient ceux qui sont dans ce truc narcissique à courir toujours après le meilleur. Tout le monde n'est pas là-dedans, mais c'est une posture. Et puis, en posture narcissique aussi, avoir des infidélités, ça peut rassurer l'ego. Hein. Je me rassure, je plais toujours, je vais à la conquête, et donc, ah ouais, chouette, hein, je séduis encore, je suis encore... Bon, mais ça renforce l'estime de soi, si l'estime de soi, elle est un peu faiblarde. Donc, ça peut être aussi un mobile, hein, pas du crime, mais ça peut être aussi un mobile de se revaloriser, de se redorer le blason, et ça marche très bien en ayant des histoires ailleurs. Voilà. Pour gagner confiance en soi, être tranquille sur son désir de réassurance par rapport à je plais ou je plais pas. Bon, ça peut être un peu dangereux au sein du couple, mais voilà. Alors, ce que je disais tout à l'heure, et là c'est important de le voir, c'est ce fameux paradoxe qui est entre, on bascule entre des besoins de sécurité. Donc les besoins de sécurité, ça va avec les besoins de l'engagement. Hein, on veut s'engager avec quelqu'un pour le soutien, hein, pour la durée, pour la pérennité. Hein, on veut quelque chose qui dure. Et en même temps, voilà, et on veut s'arracher aux contraintes du mariage, on veut quelque chose qui nous fasse transporter, dépasser, pétiller, etc. Donc on veut tout et son inverse. Et là, on est dans la merde. C'est comme ça que ça commence l'histoire. Parce que c'est extrêmement contradictoire, c'est les pôles opposés. On veut l'aventure, les besoins d'aventure, d'exploration, et on veut la sécurité. Alors là, conjuguer ça, on est très mal barré. Parce que c'est ça la complexité de l'affaire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau culturel, en tout cas en Europe, on est dans des affaires compliquées où il y a beaucoup d'infidélité et beaucoup de divorces, parce que justement, on veut ça et son inverse. Et on est persuadé qu'on peut avoir les deux en même temps en plus. On se dit, mais pourquoi pas, ça devrait marcher cette affaire-là. Eh bien, c'est ça qui est compliqué, c'est que ça ne marche pas ensemble. Alors, parce que le désir, et on l'a vu tout à l'heure, hein, le désir individuel est un désir égoïste. C'est pas, on n'est pas surcentré sur l'autre, prendre soin de l'autre, etc. Ben, j'ai envie de me faire du bien, quoi. J'ai envie de revenir vivante. J'ai pas envie de laisser à la trappe mon désir. Si je fais plus assez l'amour avec toi, ben, j'ai envie d'avoir de la libido quelque part. Voilà. J'ai envie de sentir que je plais, etc. Donc, ça va pas forcément avec cette affaire de sécurité, d'engagement, voilà, d'oubli de soi. Et certains vont s'oublier dans la relation de mariage, hein, enfin de mariage, de compagnonnage. Certains s'oublient. Et du coup, comme on n'est plus à l'époque de nos grands-mères où les femmes étaient soumises et restaient dans des mariages infructueux, hein, où elles n'avaient pas le choix, parce qu'il fallait s'occuper des gosses et elles n'avaient pas de liberté financière et d'autonomie. Donc à ce titre-là, elles étaient soumises et elles restaient dans des mariages arrangés des fois où elles ne se faisaient pas plaisir. Elles n'avaient pas le droit à suivre leurs désirs. Donc il y avait une forme d'abnégation. Aujourd'hui, les femmes, c'est plus le cas. Donc les femmes, maintenant, elles prennent autant de risques pour avoir des histoires à côté de leurs compagnons, parce qu'elles veulent aussi, elles veulent pas s'oublier elles veulent pas oublier elles veulent s'épanouir. D'ailleurs, on le voit, hein. Femmes, retrouvez votre sexualité, soyez des jouisseuses de la vie, épanouissez-vous, connaissez votre corps, etc. Donc il y a tout un mouvement là-dessus qui engage les femmes à ne pas se perdre dans la relation amoureuse, dans le couple. Donc forcément, ça ne va pas du tout aller avec l'histoire de l'engagement, de la sécurité et de l'usure du désir qui peut apparaître à force d'être dans on s'engage, t'es tout pour moi, je suis tout pour toi, on est tout l'un pour l'autre, et dans l'infusion on s'étouffe et on finit par s'ennuyer complètement là-dedans. Voilà. Alors, donc ces besoins sont antagonistes. Donc, pareil sur la proximité et la distance. Hein. On veut de la proximité, hein, on veut que l'autre soit proche de nous, qu'il vive sur le même territoire, qu'il soit dans nos bras tout le temps, hein, qu'il soit câlinou, etc. Et puis, à un moment donné, on est là, une fois qu'on a, je vous signale que le désir, une fois qu'il est contenté,
voilà, il va à son apogée, le désir, et puis une fois qu'il est contenté, ça fait une forme de paix. Mais quand on est dans l'homéostasie, ce qu'on appelle homéostasie, c'est-à-dire retour au calme, on ne va pas rester là. On va avoir envie d'un autre désir qui apparaisse. Donc on est contenté très peu de temps, quelques secondes, et hop, on repart sur un autre désir, C'est sans arrêt ce truc-là. Et c'est chouette, on est fabriqué comme ça. Mais en même temps, ça crée ce truc de je veux de la proximité, je veux de la chaleur, etc. Et en même temps, une fois que je l'ai, que je suis contentée, qui me fait des câlins du matin au soir, maintenant, voilà, je suis contentée. Bon, c'est quoi mon prochain désir? C'est quoi ma prochaine glace à la vanille? Maintenant que j'ai la glace au chocolat, sur quoi je vais triper? Et donc ça peut être un trip professionnel, ça peut être un trip, un projet, n'importe quel projet sur lequel vous pouvez triper, mettre votre attention sur augmenter votre tension du désir, mais ça peut être un trip nouveau amoureux aussi. À quel endroit, quand je suis contentée, je ne vais pas partir dans faire monter la mayonnaise du désir sur un fantasme avec un autre partenaire. Ça ne veut pas dire que vous passez à l'acte, et certains vont dire que tromper, c'est déjà penser à l'autre. Ça dépend pour qui. Il y en a qui, pour tromper, c'est rapport sexuel, pénétration, et d'autres, tromper, c'est déjà y penser. L'avoir en tête, imaginer, fantasmer sur quelqu'un, ça peut être déjà faire rentrer une tierce. Et pour certains, c'est déjà tromper. Alors, ça dépend pour qui. C'est pour ça, réfléchissez, quelles sont vos limites de tromper? Ça veut dire quoi, tromper? et donc voilà, cette histoire du désir, elle nous est impartie, et désir, contentement, recherche du désir, et c'est une histoire qui est sans fin, on a toujours soif d'un nouveau désir, et c'est pas étonnant que, comme on a du mal à conjuguer la proximité avec le désir, avec l'aventure, forcément certains vont commencer à imaginer d'autres histoires dans leur tête, ou à vraiment s'octroyer d'autres histoires pour trouver un peu d'aération, s'ils se sentent trop étouffés. Donc je dis que souvent que chaque couple, chaque histoire amoureuse doit inventer son histoire, sa propre histoire, et les modèles, les modalités. Est-ce qu'on est fait vraiment pour être sur le même territoire? On n'est pas obligé de se vivre aujourd'hui sur le même territoire, ça peut être un luxe de vivre dans 2 territoires par exemple, pour avoir un peu de distance. Voilà. Et en même temps, certains couples vont trouver de l'aération dans quelque chose de proche. On peut avoir 2 chambres différentes. En tout cas, c'est inventé. Voilà. Pour essayer de conjuguer ces besoins qui sont antagonistes, distance, proximité, sécurité, aventure. Et puis, voilà, être seul, on a des besoins de solitude, on a des besoins d'être en lien. Tout ça, c'est antagoniste. À quel moment je suis assez seul? À quel moment je suis en lien avec toi? Voilà. Et constance et sécurité, ça tue le désir. Et la stabilité tue la libido. Donc, voilà ce que je lui dis. C'est pas moi, ce sont des enquêtes qui ont été menées, qui constatent ces affaires-là. Donc, qu'est-ce que vous faites de ça, quoi? Une fois qu'on sait ça, comment on est, si on veut rester fidèle dans le sens exclusif, fidèle dans le sens je n'ai qu'un et un seul partenaire, et je reste avec ce partenaire, je ne m'octroie pas de liaison ailleurs, comment je m'organise pour conjuguer à la fois une charge érotique, une sécurité et à la fois une libido vivante. Ça va être vraiment à inventer. Et je pense que si on veut continuer culturellement à aller dans la monogamie, pas sûr que ça continue comme ça, parce qu'il y a plein de divorces à la clé pour l'instant, mais si on veut continuer avec ce charme de l'amour romantique, à continuer à croire à cette histoire d'un partenaire pour la vie romantique, etc., il va falloir trouver des idées pour conjuguer ces besoins antagonistes. Parce que sinon on est mal barré, parce qu'en ce moment ça se casse la gueule. Parce que ça marche pas, ça peut pas le faire très longtemps, ce truc-là. Au début, tout est beau, puis après, poum, au bout d'un moment, dans la continuité du lien, on voit que ces besoins se contredisent. Voilà. Donc, et là, je disais confort et intimité, c'est bien pour le foyer, mais l'infidélité, c'est la transgression, c'est le risque, prendre des risques, c'est quelque chose d'impromptu, de précipité. Vous allez voir que l'instinct sexuel, l'instinct animal, c'est quand même pas dans un contexte gnangnan où voilà, on est chez soi, dans un canapé. C'est quelque chose à voir avec la précipitation, le risque, l'intrépidité. Voilà, quelque chose où on est débordé par un désir fulgurant, quoi. Et voilà, il faudrait inventer quelque chose où dans les couples d'un coup, vous faites monter la mayonnaise.
même dans un contexte un peu plan-plan. Et c'est ça qui est difficile en fait pour les couples d'aujourd'hui. Ça devient compliqué. Alors, voilà. Donc, il y avait un truc que j'avais noté. J'avais trouvé ça amusant. Il disait comme ça que le mariage apporte des choses intéressantes, mais en retire aussi. Il disait comme ça, je vous le confie, la constance tue la joie tue la sincérité, la sécurité tue le désir tue la stabilité, et la stabilité tue la libido. Et donc l'infidélité réconcilie nos envies et nos besoins antagonistes en fait. Hein. Voilà. Et sinon, dans le mariage, il y a une partie de nous qui se met en retrait et au bout d'un moment, on en a marre de cette affaire-là. Donc on cherche à s'arracher aux contraintes grâce à l'infidélité, aux contraintes de la vie quotidienne, aux contraintes de la vie maritale, aux contraintes, etc. Et quelque part, c'est comme une nouvelle vie, un nouveau départ, je suis transportée, etc. Et la sexualité débridée, en général, elle est plus compliquée à avoir avec quelqu'un dont on dépend affectivement. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Si vous êtes je suis avec ce partenaire, avec ce mari ou cette personne avec qui je suis vraiment dans quelque chose d'engagé et je fais dépendre de lui ma sécurité affective, ben, il y a fort à parier que ça va pas jouer pour une sexualité débridée. Parce qu'en général, c'est quand il n'y a pas d'enjeu, quand on sait qu'on est libre, qu'on peut aller dans une sexualité débridée. Enfin, débridée, c'est-à-dire légère, intense. Parce qu'on sait qu'on ne fait pas tout peser sur l'autre. Mais dès qu'on est dans tu es ma sécurité, tu es mon pilier, avec toi je finirai ma vie, machin, tout ça, qu'on se l'imagine, même si c'est pas vrai, il y a peu de chances que la sexualité débridée arrive au rendez-vous parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Hein, et voilà, et ça complique l'affaire. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas te satisfaire, et si je ne te satisfais pas, tu vas te barrer, mais je veux pas que tu te barres parce que tu es celui avec qui je veux partager ma vie, parce que je t'aime, parce que tu es sécurisant, parce que tu es avec moi. Et ça, c'est hyper compliqué. On se lâche beaucoup plus avec des partenaires autres parce on met moins d'enjeux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, c'est qu'on met moins d'enjeux. Compliqué, on est compliqué. Hein. On est contradictoire et compliqué. On veut tout et son inverse. Et c'est ça qui nous complique la vie. Alors, faut-il tout dire? On est sur le thème, faut-il avouer, pas avouer, mentir, pas mentir. Donc, une des définitions que j'avais lues de l'infidélité par Esther Perel, que j'aime bien, qui a écrit un bouquin, Je t'aime, je te trompe, qui est intéressant. Elle avait dit comme ça, l'infidélité, il y a 3 ingrédients qu'on va y trouver. On va trouver l'ingrédient du mystère, le jardin secret. S'il n'y a pas de jardin secret, c'est pas excitant tout ça, il n'y a pas d'infidélité. Il va y avoir la partie affective, très souvent c'est pas que sexuel, il y a une partie amoureuse affective, relationnelle, émotionnelle, qu'on met là-dedans, hein, beaucoup plus qu'on l'imagine. Jardin secret, mystère et l'érotisme, hein, donc toute l'affaire de l'érotisme aussi. Donc il y a une part de mystère, il y a une part érotique, part sexuelle, instinctive sexuelle, et une part aussi émotionnelle, relationnelle, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Donc il y a toujours ces 3 ingrédients dans l'infidélité, voilà, qu'on va retrouver de manière commune. Alors, est-ce qu'il faut tout dire? Certains vont dire, hein, c'est mal de mentir, il faut absolument tout avouer, tout dire, il faut être en transparence. Ça, c'est un couple mature. Donc, c'est un courant. Il y a des psys qui vont dire ça. Hein. On est dans une époque où il y a un drapeau qui est « soyez authentique », « soyez, vivez en vérité ». Ça veut pas dire que c'est bien. Ça veut dire que c'est le courant, c'est une mode de l'époque. Alors, il y a toujours le bon et le moins bon là-dedans, hein, réfléchissez. Pourquoi pas être en vérité? Parce que ceux qui disent qu'il faut tout dire, ça veut dire que on peut se faire confiance. La confiance est basée sur la transparence. Si tu me dis tout, tu ne me trahis pas, donc tu ne me mens pas, donc à partir de là, je peux te faire confiance. Ça, c'est ce qui est en dessous, ce truc-là. Alors, est-ce que c'est si vrai que ça? Parce que moi, ça m'amuse, parce qu'il y a des personnes qui me disent « Oui, c'est la vérité que je veux avant tout. S'il y a la vérité, je ne me sens pas trahi, et si je ne me sens pas trahi, je peux tout entendre. » Eh bien, ça, c'est souvent faux. Regardez
si vous êtes capable d'absorber toute la vérité, rien que la vérité, je vous le jure. Regardez, parce qu'une fois que vous avez toute la vérité, si ça a été votre cas, si vous avez été victime de quelqu'un qui a été infidèle et qui vous a dit à un moment donné toute la vérité, rien que la vérité et toutes les informations que vous souhaitiez entendre, est-ce que vous avez pu digérer, gérer, vivre avec voilà. Est-ce que c'était simple pour vous? En général, ce n'est pas le cas, sauf ceux qui ne sont pas du tout jaloux. Donc ceux-là, ça va, tout va bien, ce qui est quand même assez rare. Mais pour les autres, ils veulent la vérité à tout prix parce qu'ils ont des blessures de trahison et qui se disent « Oh là là, moi, la vérité d'abord, c'est mon leitmotiv dans la vie, je peux tout digérer, donnez-moi la vérité et à ce moment-là, tout ira bien. » On peut faire couple. Des fois, c'est vrai, mais des fois, c'est pas vrai. Parce que des fois, certains qui veulent la vérité ne peuvent pas l'entendre ou ne peuvent pas tout entendre. Donc, il faudrait faire la part des choses là-dedans, s'interroger. Si on est dans celui qui subit, qui est victime de trahison, est-ce que c'est vraiment vrai que je peux tout entendre? Est-ce que toute vérité est bonne à entendre? Et jusqu'où je peux entendre toutes les informations et tous les détails? Parce qu'il peut y avoir des détails... voilà, franchement, que après ça va vous rester en trace et ça va vous faire des films dans la tête. Et je vois pas en quoi c'est intéressant de vous faire souffrir. Il faut être un peu maso avec ça. Donc c'est à vous de vous connaître et c'est au cas par cas. Il n'y a pas quelque chose qui serait commun et qui marcherait pour tout le monde. C'est important de le dire. Chaque couple est différent et chaque cas est différent. C'est pour ça que c'est important de vous interroger. Bon, bah si j'entends toute la vérité parce que j'ai appris que la personne avec qui je vis est infidèle, en quoi ça va être important pour moi de tout savoir? En quoi j'ai besoin de tout savoir? Qu'est-ce que ça va m'apporter d'avoir toutes les informations? Voilà. Est-ce que je vais être vraiment tranquille avec tout ça ou pas? Donc c'est vraiment important de vous poser cette question-là, de voir jusqu'où vous pouvez gérer. N'oubliez pas que quand vous gérez mal, quand il y a de la jalousie ou de l'obsession sur la jalousie, c'est que c'est pas de votre faute, c'est parce qu'il y a eu des insécurités enfants sur la relation au père ou à la mère. Où il y a eu des histoires avant, antérieures, qui ont fait que vous gérez mal soit la trahison, soit le fait que l'autre aille voir ailleurs, parce que ça vous renvoie sur le fait que vous n'êtes pas assez à la hauteur, que vous n'êtes pas assez intelligent, pas assez belle, pas assez ceci, pas assez cela. Si l'autre va voir ailleurs, c'est qu'il ne m'aime pas, forcément, ce qui n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Je vous rappelle que la plupart des couples qui ont des infidélités, ils aiment leur partenaire. Ils sont attachés à leur partenaire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'aiment pas. Mais forcément, très souvent, pour les personnes qui sont victimes d'infidélité, elles se disent, s'il va voir ailleurs, c'est forcément qu'il ne m'aime pas. S'il va voir ailleurs, c'est que je suis moins belle ou moins intelligente, moins intéressante qu'eux. Donc je vais commencer à me comparer. Et ça, c'est terrible parce que c'est narcissique. Et ça fait souffrir. Et ce n'est pas forcément vrai. Peut-être que l'autre, il va voir ailleurs parce que simplement, comme je l'ai dit là, il en a marre d'être dans un truc plan-plan, il a envie de sentir d'être assuré sur son côté je plais. Ça peut être simplement parce qu'il a envie d'intensité, parce qu'il ne veut pas rater une expérience. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, des trucs comme ça. Mais ça n'a peut-être rien à voir avec vous. Donc regardez toujours de quel endroit ça part votre souffrance et est-ce que ce que vous croyez c'est vrai. Ça c'est vraiment important. Voilà, donc j'étais sur tout dire. Est-ce qu'il faut tout dire? C'est mal de mentir, c'est répréhensible. Donc je disais qu'aux USA, très souvent, c'est très répréhensible. Il y a des endroits où il y a des personnes qui vont vraiment blâmer ces péchés, et notamment les religions, ont vraiment mis le focus comme quoi c'est mal de mentir. Il ne faut pas mentir, il faut être vrai, jamais de mensonge. Et tous ceux qui ont cette représentation, souvent, ont été éduqués comme ça, ou ont subi des moments où ils n'ont pas été protégés suffisamment par le parent, où le parent a été non fiable, et donc ils ont gardé ça en trace, et ils vont dire non, il ne faut absolument pas mentir, si tu mens, tout s'effondre autour de moi, je ne peux pas faire confiance. Voilà. Donc c'est souvent des histoires antérieures qui ont eu lieu avant. Alors, ceux qui sont partisans de tout dire, très souvent, ils ont aussi ce truc-là, mon partenaire, c'est mon meilleur confident. Donc, à ce titre-là, on doit tout connaître, on doit tout se dire, on doit tout partager. C'est mon meilleur ami, ma meilleure pote, etc. Donc on ne doit pas mentir. On ne doit pas avoir de jardin secret. Et certains, en France surtout, parce que ça c'est plus USA, mais certains l'ont en France quand même, ça dépend des individus, de regarder le besoin contradictoire. Je veux que ce soit mon meilleur ami, mais en même temps, je ne supporte pas qu'il ait un jardin secret. Mais en même temps, quand il me dit tout, je ne supporte pas non plus.
Ça commence à être compliqué l'histoire. Et en France, on supporte mieux les jardins secrets. On dit tout, ici, en France, on dit toute vérité pas bonne à dire. Cultivons le secret, le mystère. Et j'avais même relevé des psys connus, hein, qui disaient comme ça, par exemple, il faut tout dire, c'est une preuve d'immaturité. Alors ça, c'est Philippe Bruneau, qui est assez connu, qui est psychiatre, directeur de d'enseignement à l'Université de Bordeaux, qui disait faire part de ses incartades et une preuve d'immaturité, c'est refuser de se positionner en individu autonome et responsable, par exemple. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un courant psy qui dit non, arrêtez de mentir, gardez votre jardin secret, surtout ne dites jamais la vérité, gardez ça pour vous, c'est pas grave, arrêtez de... vous allez mettre en péril votre couple, donc lâchez rien. Et quand vous commencez à mentir, enfoncez-vous dans le mensonge jusqu'à ce que mort s'en suive, mais ne racontez pas la vérité, continuez, sinon c'est immature, franchement, ça va faire tout exploser. Pour une incartade, pour juste une histoire sexuelle, franchement, vous n'allez pas vous mettre la tête dans le sac, ça sert à rien, vous allez faire du mal, c'est violent, qu'est-ce que vous embêtez avec ça, restez dans votre jardin secret et arrêtez, voilà. Voilà. Ça, c'est un mouvement qu'on entend. Et vous voyez que c'est un mouvement psy assez fort construit en France et en Europe, je pense, qui utilise cette pensée-là. Il y a même une psychanalyste, Mireille Théa, qui disait, j'avais noté ça, je trouvais ça intéressant, par l'aveu, celui qui est infidèle est en position d'enfant. Il a été méchant. Enfin, déjà, il a été méchant. Hein. Il quête le pardon. Donc une façon de se donner bonne conscience, c'est de tout avouer. Et donc on entend aussi ce courant qui dit si je dis toute la vérité, c'est pour me déculpabiliser, pour me décharger. Donc je vais tout balancer parce qu'au moins, voilà, je sens plus le poids de la culpabilité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'en sais rien, c'est pas forcément vrai. Ça aussi, c'est à examiner. Et d'ailleurs, si vous êtes dans j'ai envie de dire la vérité, est-ce que ça part d'un endroit de moi où je veux vraiment sortir de la culpabilité et me décharger, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais c'est pas forcément non plus quelque chose de complètement immature, d'avoir envie de dire à l'autre ce qui se passe, parce que mentir quelque part, c'est aussi, je l'avais dit dans une autre conférence, c'est de garder toujours un jardin secret, c'est aussi de mettre une part de soi, et une part qui est vachement importante de soi, une part de notre vie, de tout ce qu'on peut vivre ailleurs, en dehors du couple. Donc quelque chose qu'on va vivre à l'extérieur, des parties de nous qu'on va rencontrer, par exemple, avec une autre histoire, on ne va pas pouvoir le raconter, et en ne se racontant pas, on ne donne pas tout à l'autre, on perd de l'intime. On perd de la coloration de la relation à l'autre. On dit des choses qui sont tellement importantes pour nous et qu'on ne peut pas livrer, donc on ne peut pas se sentir aimé par l'autre si on cache plein de choses à l'autre. Et en fait, vous voyez que quand vous gardez des jardins secrets, ça va donner aussi des vies clivées, hein, des vies compartimentées. Il y a une part de moi qui vit ça avec mon mari, hein, et il y a une part de moi qui vit ça à l'extérieur. Et donc j'ai deux bouts. J'ai un bout de moi là et un bout de ma personnalité là, et je suis deux bouts différents, mais je ne peux pas relier ces deux bouts, et ça peut être très inconfortable à un moment donné d'être dans des vies compartimentées. C'est pour ça que les déçus de la monogamie, dont je fais partie d'ailleurs, ont commencé à réinventer le couple et à se dire mais ça suffit d'être vraiment compartimenté, une histoire là, ça enlève une partie de nous qu'on peut pas exprimer à l'autre, alors qu'on aurait tellement envie de dire des choses sur nous à l'autre, hein, voilà, et qui pourrait être accueilli par l'autre si l'autre n'est pas trop jaloux. Voilà. Pour ceux qui disent il faut pas tout dire, ou qu'il faut tout dire justement. Tout dire, c'est un signe. Alors ça, c'est évidemment dans les philosophes, par exemple Kant, hein, on voyait dans la philosophie kantienne que tout dire, c'est un signe de perfection morale. Donc, allez-y. Ne mettez aucun mensonge dans votre vie, sinon vous n'êtes pas dans une éthique. Vous ne suivez pas une éthique morale, et voilà, vous n'êtes pas un citoyen de bonne figure. Hein. Vous êtes un citoyen qui peut faire du mal, qui peut blesser, qui peut détruire.
Et donc à ce titre-là, c'est pas bien. Suivez une certaine conduite morale. Et ça continue d'exister chez certains individus, un état d'esprit comme ça, comme quoi il faudrait arriver à un état de perfection, qui est un état d'absolutisme. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça peut être un état de perfection absolue qui ferait qu'il faudrait se conduire toujours bien, toujours sans blesser, toujours sans mentir, toujours. Voilà. Et donc c'est à interroger. Est-ce que c'est possible, en tant qu'humain, d'être illimité, d'être toujours dans une conduite morale de perfection, sans mensonge, toujours et encore. Moi, j'en suis pas sûre. Voilà, et d'autres diront aussi, autre critère, si vous dites tout, on peut repartir sur des basses scènes. Bon, c'est vrai, c'est faux. Certains couples qui me consultent, des fois ils mettent tout à plat, c'est l'occasion parfois de mettre tout à plat et de repartir sur des bases, puis des fois ils mettent tout à plat et là ça fait tout exploser. Et donc... mais en fait, si ça doit exploser, c'est que ça doit exploser, c'est pas si grave que ça. Okay. Alors, si vous voulez dire, pour ceux qui sont dans « Ah, j'en ai marre », si vous êtes vous-même infidèle, par exemple, et que vous en avez marre de cacher, parce que... Et ça peut être femme ou homme, on dit bien souvent, les femmes, elles en ont marre en premier de cacher, et donc c'est elles qui vont commencer à oser prendre le risque de dire... et de prendre le risque de la séparation. Alors que les hommes, ils vont avoir plus facilement tendance à cacher. Bon, ça c'est vrai, c'est faux, c'est pas forcément vrai. Mais si vous voulez dire et prendre le risque de dire, d'avouer, est-ce qu'il y a un moment pour avouer ? Oui. Déjà le moment, c'est d'arrêter de se décharger, de pas se décharger en se disant je vais tout balancer la sauce. Ah, je vais être soulagée. Ça y est, j'ai tout sorti, c'est bon. Moi, j'ai vu comme ça un homme qui, au moment du décès de sa femme, elle était sur son lit, elle était à 2 doigts de mourir d'un cancer, et il s'est dit, voilà, je vais pas... je vais lui sortir tout ce que j'ai fait, parce que je l'aime, et donc je vais lui raconter toutes mes infidélités, mais c'est pas bien grave ce que j'ai fait. Elle peut, je vais me décharger de ma culpabilité, mais il ne le voyait pas qu'il se déchargeait de sa culpabilité. Je l'aime, je ne veux pas qu'elle parte sans qu'elle sache que j'ai trahi, que j'ai eu des histoires, etc. Est-ce que c'est le moment de raconter tout ça ? C'est pas gagné. Donc, est-ce que toute vérité est bonne à dire ? C'est pas gagné. Ça dépend de quel endroit ça part. Donc, c'est pour ça que c'est suspect, ce truc de... cette rigueur kantienne qui serait, oui, il faut être dans la perfection morale, il faut tout avouer, pas de mensonge... des fois, c'est pas... faut douter de cette affaire-là. Bon. Donc, on veut se décharger de la culpabilité et regarder, parce que si c'est pour ça, ça va peut-être vraiment être quelque chose d'une crise violente. Voilà. Si les deux partenaires, si vous êtes vous-même complètement débordé émotionnellement et que l'autre en face est incapable de gérer la vérité, genre vous lui balancez tout d'un coup, il n'est pas du tout au courant, et que lui-même est complètement insécurisé ou débordé dans ses émotions, ça va peut-être pas le faire, peut-être pas tout balancer comme ça. Il va peut-être falloir attendre qu'il y ait un temps à froid, de refroidissement émotionnel, de meilleure gestion des émotions, pour pouvoir livrer des informations en sécurisant le lien. Mais balancer tout comme ça, quand vous voyez que le contexte est émotionnellement trop élevé, à mon avis, l'autre ne peut pas gérer. Donc c'est important de ce qu'on appelle, nous, dans notre fonction de thérapeute, ça s'appelle le titrage, la titration. C'est-à-dire qu'on va donner des informations, si vous voulez avouer la vérité, pourquoi pas, pour justement mettre carte sur table et pour peut-être faire sortir... ce qui est à sortir dans votre couple, voir qu'est-ce qui se passe que vous en arrivez là, c'est ça la question. Si je vais avouer, c'est que je vais à un moment donné mettre la vérité en face, ça veut dire on va voir qu'est-ce qui se joue, qu'on en arrive là, on va parler de la sexualité, on va parler de l'intimité, on va parler de nos désirs, on va parler de nos fantasmes, on va parler de notre côté plan-plan, on va parler de plein de choses qu'on n'a peut-être pas abordées encore. Et donc, ça peut être une occasion, mais en titrant, c'est-à-dire en faisant du goutte à goutte, à dose homéopathique, au fur et à mesure que la personne est capable de gérer, émotionnellement parlant, les informations. Et pas si vous-même vous êtes débordé, ou si l'autre est débordé, oubliez, c'est pas une bonne piste. Parce que vous allez vous casser la figure, et l'un et l'autre. Parce que l'autre ne peut pas entendre. Quand on est débordé, on ne peut pas entendre. On est trop insécurisé,
Et on va être soit dans la colère, soit dans le rejet, soit dans l'humiliation, soit dans l'insulte. Donc on va faire péter le truc. Et donc c'est pas une bonne idée. Voilà. Et souvent, il n'y a pas besoin de donner tous les détails. Hein. Et d'ailleurs, même si l'autre veut absolument la vérité, toute la vérité, etc., souvent, il ne peut pas absorber. Donc, est-ce que c'est intéressant d'avoir tous les détails crus sur « Ah bah oui, elle est plus excitante que toi. Ah bah oui, avec elle, j'ai vraiment... Bon. » Certains, oui, certains peuvent entendre et sont tout à fait calmes avec ça et ne vont pas réagir. Et d'autres vont être insécurisés, ne peuvent pas entendre. Donc, au cas par cas. Hein, à qui et comment et quoi et qu'est-ce. Donc pourquoi on dit? Pourquoi est-ce qu'on dit? Très souvent, pour ceux qui ont été dans le cas de figure et qui ont commencé à avouer, ben souvent c'est soulageant. J'arrête de compartimenter une vie ici, une vie là. Et ça c'est agréable. Je respire. Ça y est. Je peux enfin risquer de mettre carte sur table, quitte à ce que l'autre se barre en courant. Hein, mais au moins, je ne suis plus deux personnes, je ne suis plus double personnalité. Voilà. Je décide d'être moi. J'arrête de me renier, parce que très souvent, dans l'infidélité, on va voir que je me nie. Je suis infidèle à moi-même quand j'ai une vie là et une vie là. Sauf si c'est juste une histoire comme ça. Mais si j'ai une histoire qui continue et qui perdure, à un moment donné, je me nie dans une partie de moi. Donc il faut peut-être que j'arrête avec ça et que j'ose mettre carte sur table à ce partenaire, quitte à prendre le risque de la séparation. Parce que c'est extrêmement compliqué d'être infidèle à soi-même. Et on le voyait dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, nos grands-mères qui, elles, restaient soumises et qui n'avaient pas le droit ou qui ne s'octroyaient pas des histoires à côté, ou très peu, eh ben, elles n'étaient pas heureuses. Hein, elles reniaient des parties d'elles-mêmes. Donc c'est encore pire de vivre un couple où je me renie, où je me sacrifie, où je ne suis pas moi, quoi. Hein, je ne suis pas vraiment dans mon axe. Et je vais mourir à petit feu là-dedans. Et je vais finir par tomber dans des symptômes de somatisation, voilà, et je vais terminer ma vie comme ça. Mais ce n'est pas une bonne idée. Donc à un moment donné, prendre le risque de perdre l'autre, ça peut être aussi une manière d'arrêter d'être infidèle à soi-même. Et d'oser y aller, quoi. Voilà. Alors comment dire... Et ça, c'est la question que j'avais dit. Qu'est-ce que ça changerait pour moi si j'avais toutes les explications? Ça, c'était pour la personne qui n'absorbe pas toute la vérité, rien que la vérité. Donc, posez-vous la question, si vous êtes dans « j'ai envie de dire », de quel endroit ça part que j'ai envie de dire. Et j'avais dit, donc, il y a des différences culturelles. Regardez vos représentations sur est-ce que c'est bien de dire. Il y a aussi... il y en a, et ça, j'y viens, il y a des personnes qui ne veulent pas dire... Parce qu'elles ont peur principalement de faire du mal. Je suis un méchant, une méchante, je vais blesser. Je vais blesser l'autre parce que je me suis inscrit dans un contrat de monogamie, d'exclusivité, et donc je deviens la méchante personne, le bourreau, en suivant mon propre désir. Donc j'ai pas envie d'être le méchant. Déjà, de moi à moi, j'ai une image de moi merdique quand je fais ça. Donc, mon ego, il en prend un coup parce que j'ai l'image du méchant. J'aime pas être le méchant, j'aime être le gentil, j'aime être le bon, le bienveillant. Donc, à ce titre-là, j'ai pas envie de lui dire parce que je veux pas devenir le méchant. Est-ce que c'est vraiment vrai? J'en sais rien. Mais en attendant, il y a souvent ce truc-là. La première chose qu'on entend en consultation, en tout cas moi j'entends quand les gens ne veulent pas dire, qu'ils restent dans le secret, si je dis, je vais lui faire du mal. Et j'ai pas envie de faire du mal à la personne que j'aime, ce qu'on peut comprendre. Sauf que, voilà, à force de pas dire, vous avez vu des fois ce qui peut se passer. Et ce que je vois des fois, c'est que des années après, il y a des histoires invraisemblables. Hein. Il y a des histoires d'infidélité à côté, où des gens font même des enfants, ça existe très souvent ça. Hein. Ils ont des doubles vies comme ça, et qu'à un moment donné, l'autre finit par la prendre 10, 15 ans, 20 ans après. Trop bien. Alors là, c'est... moi j'ai eu des histoires, des femmes qui tombaient en dépression, du coup, et tout un pan de cacher de sa vie et tout ça pour pas faire de mal, parce que évidemment il y a de la sincérité, je t'aime profondément, je suis attachée à toi, j'ai pas envie de te faire du mal, à ce titre-là j'ai une deuxième vie, mais je te cache. Et quand l'autre la prend, parce que bien souvent à un moment donné, ça finit par se savoir ces trucs-là, mine de rien, alors là ça fait encore plus de mal parce qu'il y a la trahison à la clé derrière. Et la blessure, elle est plus à la trahison qu'à la double vie, bien souvent. Parce que les femmes
enfin même les hommes, hein, mais souvent ce que j'ai remarqué, c'est que les humains, quand ils sont rassurés sur le fait qu'ils sont hyper prioritaires, qu'ils ont une place privilégiée dans le cœur, qu'ils sont rassurés sur le fait que l'autre nous aime, qu'il est attaché à nous, qu'il ne va pas nous quitter forcément pour une autre, etc., qu'on est aussi belle, intelligente, à tout ça, que la fille d'à côté ou le mec d'à côté, à ce moment-là, il y a une capacité de gérer la double vie, les histoires, les incartades. Voilà, ça c'est drôlement important de savoir, qu'il y a vraiment davantage un besoin d'être rassuré, qu'on est priorisé, qu'on est importante, qu'on a sa place dans le cœur, que simplement l'histoire, et c'est pour ça que les histoires de trahison font bien souvent plus mal. Je t'ai menti pour pas te faire de mal, mais si je le sais, j'aurais peut-être pu gérer que tu me l'as pas dit, et après je suis vraiment verte 15 ans, 20 ans après, que j'attends que tu as fait un gosse avec une autre sans me le dire. Alors là je tombe des hauts, et là ça fait très très mal. Il y a des histoires comme ça. Des fois les gens s'en remettent et poursuivent leur vie, parce que dans ces crises, ça veut pas dire qu'ils vont se séparer, mais quand même il y a quelque chose d'abrupt, dans le sens que j'en reviens pas, quoi. J'aurais jamais pu imaginer que c'était possible, cette histoire-là. Et en général, quand on est dans ne pas dire, très souvent, il y a aussi les histoires des enfants. J'ai mis ne pas dire par rapport aux enfants. On ne veut pas faire du mal aux partenaires, mais on ne veut pas non plus créer un chaos vis-à-vis des enfants. Déjà, on est les méchants, on est les infidèles, on se culpabilise, mais enfin, comment, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'ils vont penser, les enfants? C'est à cause de moi que j'ai cassé le mariage, etc. Donc tout ça, ça joue dans la culpabilité. Et j'ai pas envie non plus de faire une réputation. Il y a aussi des personnes qui sont avec la réputation, la honte de la réputation, mon image de marque, l'image de notre couple parfait. Qu'est-ce que vont penser nos amis? Qu'est-ce que vont penser un tel? Donc ça peut jouer aussi sur le fait de ne pas dire et regarder si ça vaut la peine d'en rester là ou pas. Ah ok, il faut que je me presse. Toujours plein de choses à raconter, moi. Voilà. Et l'honnêteté peut être très agressif. On peut prendre un plaisir sadique à tout avouer. Et, alors vous remarquez que, en général, ce que j'ai dit, ceux qui mentent, en général, quand ils commencent à mentir, moi je l'ai fait aussi. Après, j'étais la championne du mensonge quand j'étais jeune. J'avais plein d'infidélités, des amants, et je ne pouvais pas m'empêcher de mentir à une époque. Après, je suis passée dans l'inverse, je suis passée en vivre en vérité. Mais après, maintenant, je suis entre les deux, je ne sais pas. Mais je suis passée par les deux étapes. Donc, dans la championne du mensonge, je me rappelle que, comme j'avais commencé à mentir, alors après, en plus en flagrant délit, non, après, on ment, on rement, on surment, on renforce, on ne peut plus lâcher l'affaire. On a menti une fois, à pas lâcher. Donc, on se ment à soi-même, on ment à l'autre. En fait, on devient mytho très souvent. On se raconte une histoire, on y croit. Comme ça, en y croyant, on fait passer ça à l'autre. Ça marche, À force d'y croire, on se convainc que c'est vrai. Et donc, on minimise, on dit « Oh ben non, ce que je vis, c'est rien. Avec l'autre, c'est tellement bien. » Enfin, on se raconte plein d'histoires et on fait passer ça à l'autre. Parce qu'on se dit comme ça passe. Voilà. Et bon, c'est une manière de s'arranger avec notre réalité, mais comme on se raconte toujours des films et des histoires, pourquoi pas C'est juste que c'est important de voir qu'il y a une forme de déni. Je me mens à moi-même, je veux pas voir la vérité en face, ça m'arrange, et comme ça, je suis un peu soulagée de ma culpabilité, puis de mon histoire d'être méchant. On ne veut pas faire de vagues. Voilà. Donc j'avais parlé de l'ère du numérique, et il y a souvent chez ceux qui mentent une envie de dire, donc très souvent vous remarquerez, moi je le faisais, donc je mentais, mais je laissais des infos quand même, je laisse pas d'infos, mais je laisse une info traîner. Donc maintenant on est à l'ère du numérique, c'est très difficile pour les gens qui sont infidèles de ne pas se faire contrôler par les smartphones, par les chats, etc. À un moment donné, c'est hyper facile. Aujourd'hui, c'est mort, l'infidélité. À tous les coups, vous y avez le droit, l'autre il tombe dessus. Alors là, c'est hyper simple. Les indices, alors à une époque antérieure, quand il n'y avait pas tout ça, mais alors maintenant, à l'ère du numérique, bonjour, si vous voulez vraiment être infidèle et mentir et vous renforcer dans le mensonge, à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Il ne faut pas grand-chose. Voilà. Voilà, donc ça, j'ai dit ça. Et, oui, pour ceux qui ne veulent pas dire, qui aiment bien mentir, il y a un plaisir à garder l'infidélité, ça se nourrit de jardins secrets. Et il y a un certain pouvoir, on retrouve un certain pouvoir, une certaine forme d'invulnérabilité à cacher un truc, à avoir un jardin secret. Rappelez-vous quand vous étiez des gosses et que vous étiez content de ne pas dire toute la vérité à vos parents, de faire en secret des bêtises.
il y avait une certaine forme de « ah, je reprends la main, j'ai un certain pouvoir », en mangeant mes gâteaux, mes sucreries que maman, papa ne savent pas. Hein. Donc c'est une manière aussi de cultiver le jardin secret, c'est de reprendre son pouvoir en main, de reprendre un sentiment de liberté qu'on perd dans une relation où il y a trop de réciprocité, trop d'intimité, trop de confidence. Voilà, on perd cette espèce de oh, c'est moi, c'est mon jardin secret, je suis libre. Voilà. Donc voilà, pourquoi certains ne veulent pas tout dire, pour ne pas faire tout exploser. Et je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une bonne idée, mais posez-vous la question, c'est souvent ce qu'on entend. La crise. Parce que la crise, quand on commence à tout dire, il va y avoir une crise. Bon, et elle peut être constructive. Donc c'est soit un terrain de reconstruction ou un constat d'un couple à l'agonie qui fait, bah maintenant, voilà, force est de constater que c'est peut-être pas la peine de rester ensemble. La question fréquente, quand l'autre la prend, c'est pourquoi tu restes avec moi si tu en aimes une autre? Ça, c'est le coup, à tous les coups, on y a le droit. Et en fait, vous avez vu par la complexité de ce qui se joue derrière les incartades, c'est beaucoup plus compliqué que il m'aime, le coup de la monogamie. Il me trompe, il m'aime pas. Ça ne veut pas dire ça. Hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est l'occasion d'avoir des discussions franches, sans tabou sur la sexualité. Et on voit que bien souvent les couples n'osent pas parler franchement des sujets de sexualité. Pourquoi? Parce que dans leurs histoires, c'était tabou, la sexualité c'est sale, on fait quelque chose de propre ensemble, de beau, mais tout ce qui est un peu instinctif, sexuel, machin, c'est ailleurs qu'on le fait, c'est pas au sein du couple. Tout ce qui est transgressif, etc., sadomaso, machin, de domination, tout ça, dehors. Mais dans le couple, on fait du beau. On fait du noble, hein, on fait du correct. Voilà. Donc souvent la sexualité sans tabou, comme ça, de parler d'un sexe, d'un vagin, etc., c'est pas souvent fréquent au sein de tous les couples. C'est même assez rare. Donc ça peut être l'occasion d'aborder vraiment mes désirs, mes fantasmes, tes désirs, tes fantasmes. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on peut inventer? Qu'est-ce qu'on ne peut pas trouver ensemble? Qu'est-ce qu'on peut trouver ensemble? Voilà, et c'est l'occasion d'en parler franchement. Mais de manière adulte à adulte. Hein. Et la question qu'on se pose souvent dans les couples qui consultent en thérapie avec des histoires d'infidélité, c'est est-ce que l'énergie qu'ils mettent ailleurs, et qui fuit comme ça, une fois qu'on discute vraiment franchement et qu'on met de cartes sur table, est-ce que cette énergie qui est mise là-bas, elle ne peut pas être réinvestie au sein du couple? Quand il y a vraiment un problème autour de la sexualité ou autour de la platitude, hein, ça peut être pas forcément la sexualité, je vous signale. Hein. Ça peut être le plan-plan, le sentiment de ne pas être vivant, de s'oublier dans les enfants, à travers la mère, etc. Donc c'est pas que cette histoire-là. Hein. Donc on regarde, est-ce que cette énergie qui est mise là-bas, est-ce qu'elle peut être récupérée à l'endroit du couple ou pas? Voilà. Et ça, c'est une question qui va se poser en thérapie de couple. La crise aussi, pour ne pas induire que celui qui est infidèle est forcément à blâmer, c'est celui qui fait faux, qui est le bourreau. Hein. Très souvent, on va voir que avant de tout avouer, c'était déjà dans ce couple-là, il y avait bien en amont, pour celui qui trompait, ça peut être aussi, je me sentais rejetée par mon partenaire, agressée. Il ne pouvait pas m'accueillir à l'endroit où j'étais, il n'accueillait pas mes fantasmes, il n'accueillait pas ce que j'étais, il me critiquait sans arrêt, il me jugeait tout le temps. Donc j'ai trouvé ailleurs une compensation avec quelqu'un qui pouvait m'entendre, m'écouter, m'accueillir, me valoriser, alors que chez moi j'étais avec une furie par exemple. Voilà, je prends des exemples que j'ai entendus. Ou ça peut être, dans mon couple, je me sens dans la solitude, on ne partage plus rien ensemble, et donc je trouve ailleurs quelque chose de plus intimiste, je partage des valeurs et de la complicité ailleurs et que je ne peux pas partager avec toi, et l'infidélité traduit ça. Donc ça peut aussi être le marquage d'un couple qui va se séparer, parce que déjà il n'y avait plus rien à vivre ensemble, c'était déjà assez plat, il n'y avait déjà plus d'intimité, et donc c'est aussi l'occasion de repérer ça et de dire, bon voilà... si on n'a plus rien à faire ensemble, est-ce qu'on décide de continuer ensemble pour faire du partenariat, ce que j'appelle la colocation, on fait papa, maman, les enfants, pourquoi pas, mais à ce moment-là, on contractualise autre chose. On ne va pas trouver tous nos besoins, on ne va pas nourrir tous nos besoins ensemble. Voilà. Après, quand il y a la crise, faut-il en parler aux enfants? Comment en parler aux enfants? Et c'est bien, dans cette question-là, vraiment, d'y aller, de nouveau, c'est au cas par cas, parce que les enfants...
ils peuvent entendre, ils ne sont pas des débiles, hein, ils sont capables d'entendre à condition de pas, c'est évident, de ne pas blâmer un des parents. Il y en a un qui fait faux et l'autre qui fait juste. Parce que bien souvent, ces enfants qui entendent que celui qui est infidèle, c'est le méchant, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont être plus grands? Ils vont être complètement angoissés sur la trahison. Mon futur partenaire va me trahir, puisque mon père était un infidèle, donc les hommes sont forcément des infidèles, des gens qui trahissent et des méchants. Et donc il va y avoir comme ça quelque chose de vraiment sordide dans cette représentation que les enfants, il y en a un qui est gentil et l'autre qui est méchant, un qui fait du bien et l'autre qui fait du mal. Voilà, pour cette question-là. Ouais, est-ce que... moi j'en ai fini avec mon exposé, enfin quasiment, oui bah c'est ça, hein. Et ce que je voulais dire, c'est quand vous êtes en prise, ah oui, la dernière chose, si vous êtes en pleine crise d'être victime d'une infidélité, à vous aussi de trouver vos ressources pour gérer, voilà, danser, chanter, respirer, pour pas être en prise avec la jalousie et être scotché dans la jalousie. Ça, c'est drôlement important. Sinon, faites une thérapie pour trouver des manières, vous faites des stages, je donne aussi des stages hein, sur, je pense que je proposerai un stage sur se reconstruire après des infidélités, ou enfin des infidélités, avec des ruptures ou des crises violentes, etc., pour éviter de sombrer dans le pathos quand on est vraiment en rupture du lien. Voilà. Et ça, c'est vraiment important de trouver des ressources, trouver son axe pour vivre sa vie heureuse ou heureux, indépendamment de la relation amoureuse. Voilà. Est-ce que vous avez une question ou deux questions avant que j'en termine? Alors, je vous fais passer le micro. Y aurait-il une question dans le public? À chaque fois, les gens me disent, mais j'ai plein de questions, mais à la fin. Est-ce que quelqu'un s'empêche de poser une question? Bon, voilà. Bon, c'est bien. Je suis désolée. C'est fini? 5 minutes que les musiciens s'installent. Ah, donc... 5 minutes pour les questions. Ah bah oui, 5 minutes pour les questions, ça va. Vraiment 5 minutes, hein, Ok, ça marche. Ça marche, oui. Oui, ça marche. Moi, il faut pas se mettre... faut que tu te mettes par là. Ça fait l'ars. Pas près de le... Désolée. Moi, j'avais une question, c'est que en synthèse de tout ce qu'on a entendu qui était passionnant, j'ai quand même le sentiment que pour être équilibré dans un couple, c'est pas mal d'être infidèle. C'est pas mal d'être infidèle. C'est ce que j'entends comme ça. Mais non, j'ai pas dit ça. Ouais, mais moi, c'est ce que j'ai entendu. C'était plus sain pour plein de trucs, quoi. Pour Non, c'est pas plus simple. Ça mène à des crises. le couple, retrouver la libido, pas s'ennuyer, tout ça. Et moi, je me suis posé une question à un moment donné, c'est est-ce que il me semble que c'était Freud qui disait ça, il n'y a pas des gens qui sont profondément fidèles et eux ils se trahiraient en étant infidèles, ils ne seraient pas bien avec eux-mêmes. Tout à fait. Et d'autres qui en ont besoin parce que je sais pas quoi, par nature, eux ils ont besoin d'être. Alors c'est pas par nature, hein, c'est parce que il y a le truc culturel, il y a la société narcissique, il y a l'envie de suivre, de pas rater des expériences. Chacun va se raconter une histoire comme quoi c'est plus facile d'aller voir ailleurs. Effectivement, c'est des postures internes. Et il y a des personnes qui vont vivre très bien et c'est évidemment plus simple. La simplicité, c'est de se bâtir autour de la fidélité et pas de s'emmerder avec des histoires ailleurs parce qu'on ne se trahit pas et on ne trahit pas l'autre. Et donc c'est beaucoup plus simple. Sauf que c'est pas courant. La majeure partie des couples aujourd'hui trompent en sous-marin ou trompent pas en sous-marin parce que je vous rappelle que même les polyamoureux ont des jardins secrets et sont jaloux, c'est pas si simple que ça. Donc, pas tous, hein, mais c'est pas si évident. Évidemment que c'est une posture interne qui serait souhaitable, sauf que c'est pas ce qui se passe. C'est plutôt le réel qui se passe pas comme ça. Et qu'encore aujourd'hui, c'est encore plus probant aujourd'hui de voir des infidélités alors que ça devrait pas exister, puisqu'on choisit délibérément. C'est pas normal. Et il y a certaines personnes qui sont dans ces postures-là, elles sont à la marge. C'est pas la plus grande. Il y en a qui sont comme ça évidemment, mais c'est pas majoritaire. C'est pour ça que j'en parle et c'est pour ça que ce sujet fait autant d'ébullition, parce que c'est un sujet tellement courant et sur lequel il y a tellement de tabous. On ne veut pas en parler, on dit oh, mais c'est horrible, c'est malpropre, c'est pas bien, c'est mal, etc. Mais c'est tellement courant. Et c'est pas parce qu'on s'aime pas qu'on se trompe, c'est ça le truc.
C'est pour ça que j'en parle, et c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus, pour arrêter de mettre des tabous sur cette question-là. Effectivement, le plus simple, c'est de ne pas tromper. En fait, c'est pas le plus simple, mais j'ai l'impression que si on est fidèle, on n'est pas tout à fait normal, quoi. Si on est frustré, on n'est pas normal. heureux, ou je sais pas quoi. Bah oui, c'est sûr. Bon, je suis obligée d'en terminer, donc merci de m'avoir écouté, et puis à une prochaine fois. Voilà. Et vous avez tous les renseignements, si vous voulez, sur mon site. Hein, si vous voulez me trouver, vous faites mon nom, Véronique Cohn. Sur mon site, vous avez toutes les interventions. Ou vous pouvez laisser votre adresse mail hein, sur ma liste aussi.